Bienvenue sur la chaîne Estime de Soi, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les épisodes prochains. Toujours penser à soi? Signe que l'estime de soi souffre. Plus nous progressons et plus nous nous oublions pour songer plutôt à vivre, échanger, apprendre, savourer, aimer. Pour toucher de temps en temps à des moments d'harmonie, il faut pouvoir s'écarter doucement de soi et de soi sous le regard des autres, ne plus se soucier de l'effet que l'on fait. Cela peut venir naturellement de tous les efforts dont nous avons parlé jusqu'ici. Cela peut aussi précisément être l'un de ces efforts. S'oublier en travaillant sa présence à l'instant, en cultivant une humilité qui ne soit pas punitive, en cherchant sa place plus que sa gloire, en découvrant les sens possibles des plus petits de nos actes. En abandonnant ces contorsions de l'estime de soi destinées à masquer nos peurs de la vie ou de la mort. En œuvrant à la paix de son âme. Chapitre 41. Le silence de l'estime de soi. L'homme n'est pas en possession de la sagesse. Il ne fait qu'y tendre et peut seulement avoir de l'amour pour elle, ce qui est déjà assez méritoire. Emmanuel Kant. Que se passe-t-il lorsque nous progressons en matière d'estime de soi? Lorsque non seulement nous nous estimons davantage, mais lorsque cela se passe dans une ambiance psychologique sereine, avec une estime de soi plus stable face aux événements de la vie, plus autonome face aux sollicitations toxiques, face à la fausse monnaie de l'estime de soi, à ces vaines gloires dont parle la Bible, plus lucide face aux fausses pistes de l'ego et de l'autosatisfaction. Eh bien, en général, le besoin en estime de soi diminue peu à peu. Nous pensons de moins en moins à nous-mêmes et de plus en plus à ce que nous vivons. Mieux ça va, moins je pense à moi. Les récits des patients guéris de leurs souffrances liées à l'estime de soi décrivent tous la même histoire, le même cheminement et le même résultat. On pense surtout à soi lorsqu'on souffre, lorsqu'on va mal, lorsque le doute sur soi et ses actes est excessif et maladif. Au fur et à mesure des progrès, l'obsession forcée de soi diminue et recule. Notre esprit se libère de l'emprise de notre ego souffrant et une lente bascule s'opère. Nous sommes de nouveau disponibles pour la vie. Ce silence de l'estime de soi n'est un paradoxe qu'en apparence. Comme une bonne santé, la vie dans le silence des organes, disent les médecins, une bonne estime de soi est silencieuse, car la conscience de soi n'est plus obsédante à l'esprit de la personne, ni dans ses propos, ni dans sa présence auprès des autres, ni dans ses comportements quotidiens. Il y a quelques années sortait un film intitulé « Ma vie sans moi », qui racontait les derniers mois d'une jeune femme atteinte d'un cancer incurable. Beau film et titre magnifique. Peut-on continuer d'exister après la mort de son surplus d'estime de soi? Comment ne pas s'enliser en soi-même? Dans son portrait célèbre d'un homme mystérieux à haute estime de soi, celui de M. Test, Paul Valéry raconte comment ce dernier en est arrivé à tuer en lui la marionnette. Nos problèmes d'estime de soi nous amènent souvent à être la marionnette de nos souffrances, de nos orgueils ou de nos peurs, de notre croyance qu'il ne faut faire que bien faire, et de nos convictions, selon les cas, que nous devons alors choisir entre ne pas faire ou surfaire. Le moi qui se rappelle à nous, c'est le moi qui va mal, qui est trop empli de lui-même, de ses peurs ou de ses attentes. On peut s'enliser en soi-même de trois façons, par la douleur, la peur, l'erreur. À propos de la douleur, il existe bien des douleurs de l'estime de soi. Cette insatisfaction et cette tristesse chronique, cousine de la douleur morale des personnes déprimées,
ce petit fond de spleen chronique qui ne s'oublie que dans l'action, la discussion, parfois aussi dans la boisson. Cette douleur peut nous sembler faire partie de notre humaine condition, elle l'est sans doute en partie, mais seulement si elle n'est pas constante et paralysante. J'ai toujours été irrité par l'intolérable discours de certains psychothérapeutes sur le plaisir qu'il y aurait à choyer son symptôme. Mauvaise lecture. On peut se montrer attaché à ses symptômes, certes, mais tout simplement comme on est attaché à un arbre. On ne peut s'en éloigner. Nulle jouissance là-dedans en dehors de l'interprétation facile d'un thérapeute paresseux. À propos de la peur, les difficultés avec l'estime de soi relèvent presque toutes de la peur. Peur de son statut, pour son image, pour son futur, peur de l'échec. Peur de l'agressivité des autres si on s'oppose à eux, si on fait entendre sa voix, ses certitudes ou ses incertitudes, si l'on ose exister, tout simplement. Ce sont ces peurs, plus souvent qu'un quelconque orgueil, qui vont nous pousser à être obsédés de nous-mêmes. Comme les hypocondriaques qui ne peuvent s'empêcher de penser à leur santé par peur de la maladie, de la souffrance et de la mort, les maladies de l'estime de soi, ces hypocondries de soi-même, sont sous-tendues par les peurs de l'échec et du rejet social, les peurs d'être oublié, de n'être pas reconnu et apprécié. À propos de l'erreur, nous nous laissons trop souvent embarquer sur la fausse piste de l'égotisme, de la pseudo-estime de soi, qui n'est qu'un ensemble de stratégies, médiocrement efficaces d'ailleurs, de valorisation de notre image, de notre personnage et non de notre personne. Cet encouragement à l'égotisme, ces estimes de soi aux hormones, sont grandement facilités, nous l'avons dit, par la publicité et le marketing, par une société qui nous flatte, moins pour notre bien que pour le sien, nous vendre des choses, nous faire voter pour un candidat, et nous invite à nous prendre nous-mêmes comme normes, repères, références et centres du monde. Il s'agit de faire croire au maximum de personnes qu'elles sont au centre de l'intérêt des autres. Mais tout cela ne marche aussi que parce que nous vivons dans un monde dur. C'est pourquoi nous avons bel et bien besoin de l'estime de soi, mais pas de celle-là. Prendre soin de soi. Je me noyais en moi-même, me racontait un jour une patiente qui avait longtemps souffert d'un narcissisme inquiet, qui gâchait sa vie et celle de ses proches. Je passais mon temps à penser à moi, à m'occuper de moi, mais de façon stupide en achetant et en frimant, en voyageant, mais seulement là où il fallait aller pour se montrer ou pour raconter qu'on y était allé. Toute ma vie était consacrée à mon image, mais pas à moi. De temps en temps, je me dégoûtais d'être comme cela. Je me disais, ta vie est nulle, tu es une égoïste. Je pensais à Mère Teresa et à tous ces gens qui se consacrent aux autres. J'envoyais de l'argent à des associations caritatives. J'essayais de moins m'intéresser à moi. En général, c'était dans des périodes de déprime. Ça me rendait encore plus sinistre. Ce n'était pas non plus la bonne solution. Un autre paradoxe de l'estime de soi, c'est que, pour pouvoir s'oublier et être moins obsédé de soi, il faut d'abord mieux s'occuper de soi-même. Et non organiser une répression de soi, abaissement et mortification qui fascinent parfois, qui apparaissent quelquefois comme des solutions, n'en sont tout simplement pas. Du moins pour l'estime de soi. Prendre soin de soi, c'est consacrer du temps à la réflexion sur soi pour ne pas se voir ensuite envahi par des ruminations sur soi. C'est aussi agir pour que sa vie soit pleine d'autre chose que de soi. Pas une absence à soi-même, mais juste un peu plus de distance. Par exemple, dans le rapport aux autres, cela consiste à ne pas voir en eux que des pourvoyeurs de soutien, de réconfort, de gratification, d'admiration dans le sens positif, ou des juges et critiques potentiels dans le sens négatif, mais aussi des personnes dotées d'une existence propre. Se demander à leur propos, au-delà de ce que j'attends d'elles, quel intérêt je leur accorde en dehors de moi? Qu'est-ce que je leur donne moi-même comme attention et soutien? C'est tout simplement l'amplification sincère du simple « comment ça va ?» des échanges quotidiens. Se voir et se penser depuis l'extérieur de soi, non pas simplement de manière autocentrée,
qu'est-ce qu'on pense de moi, quelle impression je donne, comme un objet d'observation, mais aussi comme un sujet. Qu'est-ce que j'apporte aux autres, à la marche quotidienne et minuscule du monde? Il n'y a pas que l'estime de soi dans la vie. Ce n'est pas parce que ce monde est dur qu'il faut tout investir dans l'estime de soi, sa protection et sa promotion. L'estime de soi nous est nécessaire, mais pas comme un but en soi, davantage comme un outil. C'est un outil capital et précieux, outil de bien-être et outil facilitateur de l'action sereine. C'est pourquoi, toujours le silence, le bon fonctionnement de l'estime de soi évoque ainsi celui d'un moteur, de frigo, de chaudière, de voiture, désolé pour le côté trivial de ces comparaisons, mais pourtant ces objets sont eux aussi des outils précieux à notre vie. Les meilleurs sont les plus silencieux. Et sinon les meilleurs, dans le sens de la performance, du moins les plus agréables au quotidien. Car ils laissent notre esprit libre en remplissant leurs fonctions. C'est ce que nous attendons de l'estime de soi, ni plus ni moins. Une bonne estime de soi est donc une aide, mais rassurez-vous si vous sentez qu'il y a encore du travail dans votre cas. Les problèmes d'estime de soi n'empêchent pas de faire de grandes choses. Nombre de personnes à basse estime de soi ont fait preuve de génie au cours de l'histoire. Voyez par exemple Charles Darwin. Ainsi que nombre de grands narcissiques ambitieux. Voyez Dali. Mais régler ces problèmes permet sans doute d'aller encore plus loin et plus paisiblement. Cette importance à accorder à l'estime de soi a été, ces dernières années, l'occasion de grands débats dans notre petit monde de la psychologie du bien-être. Entre ceux qui estimaient que son importance avait été surévaluée, qu'elle n'était peut-être qu'un artefact lié à un moment précis et limité de la culture humaine, le psychisme des Occidentaux nantis de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Et ceux qui continuaient d'y voir l'alpha et l'oméga de notre vie psychiatrique. On tend à considérer aujourd'hui que l'estime de soi reste tout de même une donnée capitale de la compréhension de bien des attitudes humaines. Mais les connaissances et les convictions à son sujet continuent d'évoluer. Beaucoup de recherches, dans le cadre de la psychologie positive, qui consiste à ne pas seulement s'intéresser aux mécanismes des maladies, mais aussi à ceux du bien-être, ont montré la part très importante de l'estime de soi dans l'équilibre et le bien-être global. Certaines soulignent qu'il y a 6 grandes composantes à ce bien-être. Avoir des buts dans l'existence, disposer d'une relative maîtrise de son environnement, avoir des relations positives avec les autres, bénéficier d'un minimum d'autonomie, pouvoir consacrer du temps à son développement personnel, apprendre, évoluer, et last but not least, s'accepter et s'estimer. Dans une autre étude, on demandait à plusieurs centaines d'étudiants nord-américains et sud-coréens de réfléchir concrètement, pour éviter de simples déclarations d'intention, aux événements qui leur avaient procuré le plus de satisfaction dans les mois précédents. Là encore, le décodage et la classification par catégorie de ce qui était satisfaisant dans l'existence retrouvaient d'une part tous les événements qui procuraient des sentiments d'autonomie, de compétence, de lien aux autres, et d'autre part, tout ce qui avait trait à l'estime de soi, qui englobait d'ailleurs souvent les éléments précédents. Si les personnes à bonne estime de soi sont souvent perçues comme sereines, d'une présence calme et forte, ce n'est pas seulement du fait de leur bonne estime de soi. C'est parce que cette dernière a été un vecteur vers d'autres valeurs, et aussi un harmonisateur, un pacificateur de cette quête.